Alors, bonjour, ici Jean Sinop du studio Photomode. Nous sommes rendus à la deuxième capsule d'une série de 6 sur comment se monter un studio de photo à la maison. Et cette capsule-ci se veut un survol sur les flashs de studio et les lampes LED, qu'est-ce qu'on doit choisir, qu'est-ce qu'on doit définir pour chaque type de lampe. Bref, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette capsule-ci. Donc, on va voir, entre autres, les lampes LED, quels sont les avantages, les désavantages, et même chose pour les différents types de flash là, chez Godox. Je tiens à préciser également que les prix que vous allez voir aujourd'hui dans la vidéo, bien les prix sont en date du début de février 2023. Et également, certains des prix sont des prix approximatifs parce que certains articles qui ne sont soit pas sortis ou encore ne sont pas encore disponibles. Bref, je vous donne quand même les prix moyens. Et si jamais vous voulez confirmer des prix, bien, comme d'habitude, vous pouvez aller chez L'Art Photo et vous informer des prix. Et à ce moment-là, on sera en mesure de vous confirmer le prix. Donc, avant d'aller plus loin et de rentrer en détail dans chaque type de produit, on a certaines questions qu'on doit se poser, un peu comme je vous avais dit lors de la première vidéo. Et la première question, c'est quelle sera la principale activité en photo que vous allez faire au niveau du studio? Soit est-ce que ça va être des portraits, des produits culinaires? Parce que, par exemple, les produits culinaires, bien, les LED peuvent très bien faire le travail parce qu'à ce moment-là, on va travailler sur des trépieds et des longues expositions, même si on a des lumières qui vont être plus faibles. Donc ça, c'est une des premières types de questions qu'on doit se poser. Si on fait du portrait également, est-ce qu'on va faire du portrait individuel ou des photos de groupe? Parce qu'encore là, si on est à une ou deux personnes, bien, on va avoir certains types de flash, certaines puissances qui vont pouvoir faire l'affaire, alors que si je veux faire de la photo de famille, par exemple, et que là, on pense à 5, 6, 7 personnes sur la même photo, et parfois 12 et plus, lorsqu'on inclut les grands-parents et tout ça, bien, à ce moment-là, ça va nous prendre plus de flash, aussi plus de puissance pour avoir une meilleure profondeur de champ. Donc, aussi, c'est un genre de question qui est important de se poser avant l'achat de quelques type de source d'éclairage qu'on va aller chercher. Une autre question qui est vraiment déterminante aussi, c'est est-ce que nous allons faire seulement de la photo en studio, donc soit à la maison ou dans un local, ou exemple si je vais faire des photos aussi dans une salle, ou si j'ai l'intention aussi d'aller à l'extérieur, faire des photos vraiment là, dans toutes les conditions ou les milieux, bien à ce moment-là, ça va nous prendre soit des flashs Cobra ou des flashs à batterie. Bref, c'est un type de question qu'on doit se poser avant même de choisir un flash ou une lampe LED. Et l'autre question, c'est dans quel genre d'environnement je vais travailler. Est-ce que c'est comme ici, moi, j'ai une partie du sous-sol dans lequel est monté mon studio, ou si je vais être dans une autre pièce avec des plafonds plus hauts et un espace plus grand. Donc ça aussi va influencer sur le type de lumière qu'on doit acheter, parce que plus grand qu'on a à couvrir, bien ça va nous prendre un peu plus de puissance. Et l'autre question qui est quand même aussi importante, c'est le poids et l'encombrement. Donc, si j'ai l'intention d'utiliser ça uniquement ici en studio, des trucs comme ça, bien à ce moment-là, le poids et l'encombrement, ce n'est pas vraiment important. Je vous donne un exemple. Ici, on voit en arrière, là, mes boîtes à lumière. J'ai des bonnes boîtes à lumière qui sont montées en tout temps parce qu'ils demeurent ici à l'intérieur. Mais si j'ai à me déplacer à l'extérieur, bien à ce moment-là, je vais peut-être opter pour des boîtes à lumière qui vont être un peu plus petites. Bref, et aussi les flashs, parce qu'on va voir qu'il y a des flashs qui sont vraiment plus gros, plus lourds que d'autres. Donc ça aussi va faire une différence là, avant même de choisir vers quoi on va se tourner. Et finalement, la dernière question, qui est aussi importante que les autres, c'est notre budget. Donc, il faut vraiment aussi se fixer un budget parce que c'est, comme je vous disais dans la première vidéo, c'est facile
vraiment monté à des prix assez élevés dans ce domaine-là, comme les flashs électroniques, c'est comme les objectifs, comme les appareils photo, il y en a dans toutes les gammes de prix. Bref, il faut se faire un budget et essayer de demeurer dans le budget qu'on s'est donné. Une chose qui est vraiment importante, souvent, je le dis à plusieurs, si vous, exemple, vous avez un local puis que ça vous prendrait un 400 watts de flash, et vous avez les moyens de vous acheter seulement un 200 watts, je vous dirais que c'est mieux d'attendre et de ramasser le budget adéquat que de partir puis d'aller acheter un 200 watts qui ne sera pas efficace et que vous allez être obligé de revendre à perte. Donc, parfois, c'est mieux de prendre son temps puis d'aller chercher vraiment le bon flash tout de suite au départ. Et tout aussi le contraire, c'est-à-dire de ne pas obligé de, comme ici, moi, dans mon local que j'ai ici, mais quand même, j'ai un 1200 watts de puissance, ça ne donnera pas rien parce que le local dans lequel je travaille est quand même pas tellement grand. Donc, il ne faut pas non plus là, avoir là, des équipements qui vont être trop gros et avec une puissance qu'on n'utilisera pas de toute façon. Donc, il faut trouver un juste milieu et c'est un petit peu ça qu'on va découvrir ensemble là, dans les minutes qui suivent. Et avant d'aller voir les lampes LED et les flashs, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que autant sur un sur l'autre, on va avoir une monture pour venir fixer des boîtes à lumière, des accessoires, des réflecteurs. Donc ça ici, c'est un réflecteur qui va fonctionner autant sur une lampe LED que sur un flash. Bref, et ça ici, qu'est-ce qu'on appelle, qui va venir se fixer dans la tête, c'est la monture Bowens. Donc, il faut savoir que chez Godox, entre autres, on va avoir la monture Bowen, sauf certains flashs qui n'auront pas de monture. Donc, si on prend, exemple, au AD200 Pro qu'on va voir tantôt, le flash n'a pas de monture, donc il faut avoir un adaptateur pour aller mettre la monture. Et certains autres flashs vont avoir la monture Godox. Et la différence entre la monture Bowens et la monture Godox, c'est que la monture Godox est plus petite. Donc, autrement dit, sur l'AD300 Pro et 400 Pro. Puis, on va voir que la monture Bowens, le trou, autrement dit, pour passer le flash dedans, est plus gros que la monture Godox. Et la monture Bowens, bien, c'est la monture la plus courante, donc la plus facile à avoir des accessoires, alors que la monture Godox, elle, est vraiment très limitée à 3 modèles de flash qu'on va avoir, soit le AD300 Pro, on va avoir le AD400 Pro et on va avoir le AD600M qui va avoir uniquement la monture Godox. Écoutez, de toute façon, quand on sera rendu au niveau dans la vidéo sur les modificateurs de lumière, je serai en mesure de vraiment vous expliquer un peu plus en détail là, les avantages et les comptes de l'un pour l'autre. Mais bref, je vous dirais que lorsqu'on choisit une monture Bowens, on ne se trompe pas parce que tous les accessoires sont dans cette monture-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut adapter les accessoires sur des flashs comme l'AD200 Pro ou même sur un flash Cobra? Puis on va avoir qu'est-ce qu'on appelle le support S2 de Godox qui, lui, va nous permettre de venir fixer ici à l'intérieur un flash Cobra ou encore l'AD200 Pro. Et même l'AD300 Pro qui, lui, a son propre pied, mais le pied est quand même petit. Donc souvent, lorsque je veux fixer une grosse boîte à lumière, bien, c'est tout le support qui est ici qui va faire en sorte que ça va bien tenir en place. Et c'est l'avantage du support S2 de Godox. Le support est vraiment très gros et très bien fait. Donc, il n'y a pas de danger lorsqu'on met une boîte à lumière qui est lourde. Et à ce moment-là, bien, ça va bien maintenir en place et ça vaut environ 34 $ chez L'Or Photo. Donc, vraiment, c'est un truc à avoir, surtout lorsqu'on a le AD200 Pro ou des flashs Cobra. Donc, le premier type de lumière qu'on va voir aujourd'hui, c'est les lampes LED. Et on va voir que les lampes LED se fabriquent en différentes formes. On peut les avoir annulaires, on peut les avoir tubulaires comme ça ici. On va les avoir sur différentes grandeurs au niveau des tubes, comme ça ici.
Mais on peut les avoir aussi sous forme de flash comme celui-ci, comme ça ici, c'est une lampe LED qui va être, comme je vous disais, à monture Bowens également. Donc, on voit que c'est les 3 coches qu'on a ici, avec les 3 encavures qui sont ici pour rentrer la monture. Et on voit qu'on a notre lampe LED. Donc, on va avoir différentes formes de lampes LED. Et je vous le dis tout de suite, on va le voir des tests entre un 100 watts LED et un 100 watts flash, plus loin. Et il ne faut pas prendre pour acquis que c'est la même puissance de sortie. Donc, on va le voir un petit peu plus en détail. Mais c'est pour vous démontrer les types de lampes qu'on va avoir. Et tout comme les flashs, bien, on va en avoir qui fonctionnent uniquement à l'électricité, comme celui-ci, qui est le SL60Y, qui normalement, j'utilise comme deuxième source d'éclairage. Et là, présentement, c'est un autre bâton comme ça ici que j'utilise comme deuxième source d'éclairage ici. Et qui fonctionne uniquement par courant. Et on peut avoir dans les mêmes types de lampes LED comme ça ici, des modèles qui fonctionnent à batterie. Donc, c'est vraiment, là, on va le voir ensemble, il y a beaucoup de trucs qui sont disponibles. Et également, bien, les avantages qu'on va avoir comme ceux-ci, eux autres sont rechargeables, donc c'est-à-dire qu'il y a une pile intégrée et que je peux recharger avant de partir. Et le gros avantage de travailler avec des lampes LED, c'est qu'on va avoir, on voit directement la lumière parce que c'est une source de lumière continue. Donc, mes ombres, si je tourne la tête du modèle, je vois les ombres qui sont réellement en direct et c'est plus facile. Les désavantages de travailler avec les LED, c'est que la première des choses, on va souvent travailler à pleine puissance parce que nos lampes ne sont vraiment pas très puissantes comme un flash pourrait l'être. Et puisqu'on travaille tout le temps à 100 de la puissance, bien ça va quand même décharger rapidement la batterie. Donc ça, c'est une des premières choses. L'autre chose également, c'est lorsque je vais avoir ma lampe comme ça ici et que je travaille à 100 bon, je vais allumer celle-ci ici, je vais venir la chercher à 100 je vais vous le mettre à 100 C'est sûr que c'est moins évident de voir l'écran, mais comme là, si on voit là, mes ondes d'ombre, comme je vous disais, on est plus en fonction de contrôler où sont les ondes. Regardez, même, je vais juste fermer ça ici. L'autre désavantage, c'est que c'est fort pour les yeux. Et là, je suis vraiment là, avec un bâton qui est quand même pas trop puissant. Et c'est déjà, c'est assez dérangeant pour l'œil humain. Donc, ça veut dire que si je me place le sujet vers la lampe, mettons que le photographe est placé vers la lampe, je commence à être aveuglé par la lampe LED et ça, c'est vraiment pas très puissant, là. Mais par contre, l'avantage qu'on a, comme vous voyez, on voit les ondes d'ombre. Donc, on voit les ombres où qui sont. Donc, c'est beaucoup plus facile de contrôler les ombres lorsqu'on travaille avec une lampe LED qui est en lumière continue. On va voir plus loin que les flashs vont avoir ça également, mais c'est un apprentissage plus fin que de travailler avec des lampes LED. Donc, c'est les avantages et les désavantages de travailler avec les lampes LED comme ça ici. L'autre chose également sur les lampes LED, plus qu'on est puissant, surtout lorsqu'on tombe, comme je vous ai montré ici, sur le modèle là, qui ressemble à un flash de studio, bien, on va voir que les lampes LED, je vais vous le montrer, vous allez le voir, ont comme une grille. C'est pour dissiper la chaleur. Et ça, c'est souvent, lorsque ceux qui font de la vidéo vont souvent chercher des lampes qui n'ont pas de ventilateur intégré parce que ça fait un bruit et on peut enregistrer ça là, au niveau lorsqu'on tourne des vidéos. Bref, plus qu'on a une lampe LED qui est puissante, plus qu'on risque d'avoir un ventilateur. Et à ce moment-là, ça va dégager de la chaleur. Et il faut le savoir aussi que lorsque, on se retrouve en été à travailler en studio et que la lampe, on a 2 ou 3 lampes comme ça ici qui dégagent la chaleur, bien ça vient rajouter à la chaleur dans le studio qu'il peut avoir si on n'a pas d'air climatisé. Donc, c'est un autre truc aussi qu'il faut garder en tête, que ça peut chauffer. Et aussi, lorsque je mets, exemple, des boîtes à lumière dedans, vous allez voir que certains types de boîtes à lumière ont des fermetures éclairs sur le côté. Pourquoi? Pour ouvrir, pour permettre à l'air chaud de sortir de la boîte à lumière. Sinon, souvent les LED, les lampes LED sont équipées de protection thermique et à ce moment-là, va se fermer tout seul lorsque la lampe atteint un certain degré. Donc, c'est bon à savoir également si on se dirige vers les lampes LED.
Et comme on voit sur la photo, bien quand même, pour un 100 watts, c'est 277 $, alors qu'un 150 watts, on monte dans les alentours de 463 $. Donc, c'est quand même des prix qui sont pas nécessairement moins chers qu'un flash, et même parfois, vous allez voir tantôt, c'est plus dispendieux qu'un flash. Maintenant, je vais vous montrer des photos que j'ai prises avec des lampes LED afin qu'on puisse comprendre un peu mieux là, les données qu'on va retrouver avec des lampes LED en studio. Alors, tout d'abord, on voit la photo de gauche ici, que j'avais ma lampe LED là, SL60 que je vous ai montré, qui éclaire le fond que j'avais mis dans ma boîte à lumière que j'ai fabriquée moi-même, avec un bâton lumineux que j'ai placé en avant de Sandra. Et on voit que pour avoir une vitesse de 1/125e de seconde et une ouverture de 2.2, j'étais déjà à 1000 ISO. Et la photo de droite, qui est toujours la même chose, à ce moment-là, ici, j'avais encore là un bâton placé en avant de Sandra sur le côté et ma lampe que j'avais déplacée à l'arrière de Sandra. Et j'ai à ce moment-là eu une ISO de 1250 ISO. Donc, comme vous voyez les photos que je vous ai montrées, bien celui-ci qui a 60 watts, que je me suis servi dans les photos, et l'autre que j'ai de 100 watts qui est déjà monté là, ici pour m'éclairer, bien on voit qu'on ne peut pas aller quasiment en bas de 1200 ISO ou 1000 ISO pour avoir une vitesse raisonnable. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et si je fais un portrait de très proche, bien à ce moment-là, je vais être en mesure de pouvoir rapprocher mes sources lumineuses et au moins diminuer mes ISO. Mais il faut savoir qu'on devra avoir des flashs comme moi, par exemple, si j'aurais travaillé en studio uniquement avec des lampes LED, bien, il aurait fallu des lampes d'une puissance d'au moins 600 watts. En bas de 300 watts, c'est toujours avec des hauts ISO et j'aime bien travailler dans les alentours de 64 ou 100 ISO. Bref, c'est le désavantage des lampes LED. Maintenant, je vous montre des photos à l'extérieur. Et sur cette photo ici, alors que j'étais dans le Vieux-Québec de soir, bien, je me suis servi de mon bâton lumineux qu'on voit, là, que j'ai placé là, à droite sur la photo ou à gauche de la modèle. Je me suis servi de ce bâton-là pour mélanger avec la lumière ambiante qu'il y avait et pour venir donner une source d'éclairage de point. Et sur cette photo-là, bien, j'étais encore là, dans les 2000 ISO. Et en plus de ça, j'étais à 100% de la puissance du bâton LED. Donc vraiment, c'est des sources de lumière qui sont portables, qui sont vraiment pratiques, par exemple, dans ces exemples-là que je vous montre à l'extérieur, de venir mélanger avec les lumières de rue. C'est vraiment très pratique et ça ne prend pas de place. Donc, ça peut être très agréable, mais ça a certaines limitations tant qu'à moi. Et l'autre chose qui est importante, peu importe qu'on fasse de la photo au flash ou au LED, il va y avoir des personnes qui vont être à l'aise d'avoir beaucoup de lumière dans le studio, de travailler comme ça, ils n'auront pas de problème. Il y en a d'autres qui vont être plus gênés, ils veulent avoir un éclairage beaucoup plus sombre, beaucoup plus tamisé. Et à ce moment-là, c'est là que ça va faire une différence de travailler avec une lumière ambiante ou non. Donc, comme moi ici, je vais avoir les plafonniers. Donc, si j'allume mes plafonniers qui sont ici, voilà. À ce moment-là, ça me permet, quand je travaille au flash, même si je travaille avec des flashs Cobra, peu importe, je vais être à 100 ISO, je vais avoir une vitesse d'un 200e de seconde. Et en plus de ça, je vais travailler souvent les alentours de f5.6, f8 d'ouverture. Donc, ma lumière ambiante n'a aucune incidence lorsque je prends mes photos, qu'elles soient allumées ou pas. Et ça, c'est important de faire le test. On va le voir lorsqu'on sera rendu à la capsule de partie pratique. C'est-à-dire qu'avant de prendre des photos, une fois qu'on a fait nos réglages, qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est si je travaille avec la lumière ambiante, c'est de prendre une photo sans que nos sources d'éclairage soient allumées. Donc, autrement dit, comme on a vu tantôt sur la photo à 1200 ISO, bien, si je prends une photo ici avec mes lumières à 1200, mes plafonniers à 1250 ISO, et que je suis à 1/125e, à 2.2, bien, si je laisse mes lumières allumées, je vais les voir. Il va y avoir une incidence parce que qu'est-ce que je fais? C'est que je vais prendre une photo sans que mon LED soit allumé et on voit à l'écran que je vais avoir une lumière qui va être ambiante. Donc, mes plafonniers viennent
rajouter une source d'éclairage que je n'ai pas le contrôle. Donc, c'est exemple, je ne veux pas avoir de zone éclairée sur les cheveux, mais j'ai un plafonnier qui est au-dessus, bien, ça vient tout défaire ça. Et c'est la même chose au flash. Lorsque je prends une photo au flash, avant de prendre une photo avec mes flashs, je vais prendre une photo pour m'assurer que si j'ai des lumières ambiantes qui sont allumées, ça n'affectera pas rien, donc ma photo soit noire. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on travaille avec des lampes LED et qu'on est dans des puissances de 100 watts, 150 watts, bien souvent, on est obligé de monter en ISO et on va avoir une lumière ambiante qui va apparaître. Donc, il faut éteindre nos plafonniers. Si, comme moi, j'ai une fenêtre sur le côté, il faut que je mette un rideau ou un carton pour cacher la lumière qui rentre par là. Lorsque je suis au flash, je n'ai pas ce problème-là. Donc, il faut vraiment, ça aussi, en tenir compte lorsqu'on va choisir si on se dirige vers les lampes LED, entre autres. Maintenant qu'on a vu les lampes LED, on va regarder du côté des flashs. Et les flashs, bien, il faut savoir qu'on a 3 types de flashs principales. On va avoir qu'est-ce qu'on appelle des flashs Cobra. Les flashs Cobra, pourquoi qu'on appelle ça un flash Cobra? C'est que ça a comme une tête de cobra. Et bon, c'est des flashs qui vont se fixer sur la griffe flash de l'appareil photo. Et on va avoir différents types de flashs qu'on va voir ensemble dans quelques minutes. Par la suite de ça, on va avoir des flashs qui fonctionnent uniquement au niveau électrique, donc comme celui-ci que j'ai ici, qui est un flash qui fonctionne uniquement par électricité. Il est possible de faire fonctionner ce flash-là sur des batteries packs ou des batteries externes supplémentaires. Et là, ça implique des coûts supplémentaires parce que c'est beaucoup plus dispendieux, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Donc, si je veux trimballer ça à l'extérieur, non seulement le flash va être plus gros, mais la batterie aussi à emmener. Donc, il faut savoir que les types de flash électriques peuvent être utilisés à l'extérieur, mais avec des batteries externes. Et on va avoir des flashs à batterie qui fonctionnent uniquement sur batterie, certains modèles, on peut aussi avoir un adaptateur pour fonctionner sur courant. Et ce sont les modèles là, qui sont comme ici, qu'est-ce qui est la série AD Pro chez Godox, entre autres, qu'on va avoir, là, qui sont vraiment des flashs qui fonctionnent uniquement à batterie. Avant d'aller plus loin en profondeur sur chaque type de flash, il faut comprendre certaines choses également au niveau de comment fonctionne un flash. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on pense souvent? On va dire qu'on est à 1,5 de la puissance, 1 pour 1 de la puissance ou 1/16e de la puissance. On pense que le flash, lui, va diminuer sa puissance au niveau comme je viens de vous expliquer, au niveau de fraction, alors qu'en réalité, on travaille sur le temps de l'éclair. Donc, ça veut dire qu'un flash qui émet un éclair va avoir un temps où l'éclair va rester allumé et va se refermer. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle la durée de l'éclair. Et c'est important parce qu'on va le voir, lorsqu'on veut figer une action, entre autres, bien, on peut jouer sur la durée de l'éclair, donc vraiment sur le temps total de l'éclair qui va être émise par le flash. Et il faut savoir aussi que l'appareil a une vitesse de synchronisation, c'est-à-dire que où le flash et l'appareil photo prennent tout ça vraiment en bonne synchronisation. Et lorsque la vitesse de synchronisation est dépassée sur un flash, ça vous est peut-être arrivé déjà dans le passé. Exemple, admettons mon flash, mon appareil photo avec mon flash, j'ai une vitesse de synchronisation maximum de 1/200e de seconde, exemple avec le Z9. Bien, si je le place à 1/250, à 1/300e de seconde, 1/500e de seconde, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'appareil photo va commencer à prendre une photo, le flash va partir, mais alors que le flash est toujours allumé, le deuxième rideau qui vient fermer l'obturateur ou la lecture du capteur comme avec le Z9, bien, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on va avoir une partie de la photo qui va commencer à être noire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'obturateur a commencé à se fermer pendant que le flash est encore allumé. Et c'est ça qu'on va prendre en photo, qu'on soit, si on est en position paysage, la photo, la barre sera horizontale, alors que si on est en vertical, en photo portrait, bien à ce moment-là, on va avoir une barre qui va être verticale. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et lorsqu'on veut travailler plus vite que la vitesse maximale de synchronisation, c'est là qu'on appelle le HSS, en haute synchronisation. Et là, ça implique autre chose au niveau du flash.
Et aussi, les flashs, ce n'est pas tous les flashs qui vont pouvoir travailler en HSS ou haute synchronisation. Donc, c'est important de comprendre qu'on a des vitesses maximum de synchronisation. On peut travailler à une vitesse plus basse, mais pas plus haute que la vitesse de synchronisation qui est permise par le modèle de notre appareil photo. Donc, comme je vous disais, normalement, comme on voit sur la photo, lorsque je veux figer une action à l'extérieur, dehors, bien, je vais augmenter ma vitesse d'obturation. Je vais prendre un 2 millième de seconde, un 4 millième de seconde, et il n'y a pas de problème pour figer, exemple comme le skieur là, en plein vol. Lorsqu'on travaille en studio et qu'on a une lumière ambiante qui est très faible ou complètement fermée, bien là, à ce moment-là, la vitesse d'obturation ou la vitesse de synchronisation n'a plus d'importance parce que, comme je vous disais, on va travailler sur la vitesse de l'éclair. Et c'est l'avantage de la majorité des flashs Godox, c'est qu'on va avoir, on peut avoir l'affichage au niveau du temps de l'éclair. Donc, exemple, si je prends un flash, mettons le AD300 Pro, qui me dit le AD, et là, les chiffres, je vous donne de mémoire, ce ne sont pas les vrais chiffres, là, mais disons que le flash me dit, bon, à 100% de sa puissance, la durée de l'éclair va être de 1/900e de seconde. Bon. Donc, 1/900e de seconde, c'est très, très lent. Au point de vue flash, c'est très, très lent. Et si je diminue à 1/4 de puissance du flash, donc une durée beaucoup moindre de l'éclair, à ce moment-là, je vais être en mesure d'avoir peut-être une vitesse de la durée de l'éclair de 1/10 millième de seconde. Et c'est là qu'on comprend que si, comme sur la photo que je vous montre, j'ai une danseuse qui saute dans les airs, bien même si ma vitesse est à 1/60e de seconde, ça sera la vitesse de l'éclair qui va avoir figé ma danseuse, qui va faire en sorte que ça a figé l'action. Et c'est très simple à comprendre, c'est que vu que l'appareil, on travaille à bas ISO, l'appareil voit noir, même s'il y a un peu de lumière ambiante, l'appareil lui voit noir, la personne va sauter dans les airs et le flash va partir. Le flash est déclenché, éclaire mon sujet, et ça se ferme. L'appareil continue à prendre sa photo, mais c'est noir. Donc, même si le sujet bouge, revient au sol après, aura été éclairé uniquement lorsqu'il était dans les airs et le reste du mouvement va être dans le noir, donc imperceptible. Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment ça qui est agréable de pouvoir travailler parce qu'on peut à ce moment-là travailler avec des vitesses de flash qui sont beaucoup plus rapides et on peut figer une action. Et c'est très simple à comprendre, plus que la puissance du flash va être réduite, plus que le temps de l'éclair va être rapide et donc va pouvoir figer une action, mais aussi va être moins puissante. Plus que j'éclaire pendant 1/10 millième de seconde un sujet, bien, il y a beaucoup moins de lumière que si je l'éclaire à 1/900e de seconde. Donc, ça veut dire que lorsque je travaille à des puissances moindres ou des durées moindres, bien à ce moment-là, mon flash va être moins puissant. Je devrai à ce moment-là jouer sur soit l'ISO ou encore sur l'ouverture ou encore me rapprocher du sujet. Bref, et encore là, bien, un flash qui a 600 watts de puissance, alors que l'autre a 75 watts de puissance, bien, lorsqu'il est à un quart de puissance, bien, ils ne sont vraiment pas au même niveau. Donc, je vais pouvoir travailler beaucoup plus facilement des danseuses, comme on a vu, avec un flash de 400 ou 600 watts à un quart de la puissance, que si je travaille avec mon flash Cobra, qui lui va être vraiment rendu très, très faible, rendu à un quart de puissance. Donc, comme on voit, il y a beaucoup de choses qui affectent au niveau de la photo. Et c'est bon de connaître ces petites variations-là. Et c'est de là qu'on voit, lorsqu'on tombe dans les flashs vraiment de studio ou à batterie comme ça ici, c'est quoi vraiment qu'est-ce que ça fait les pourcentages de puissance qu'on va retrouver sur ces flashs-là. Maintenant, on va passer au flash Cobra en détail. Tout d'abord, bien comme je vous disais, ce sont des flashs qui se montent sur la griffe de l'appareil photo. Et la majorité, on pourrait dire, au niveau de la moyenne de la puissance de ces flashs-là, c'est de 76 watts. Bon, ceci dit, on va avoir tout d'abord le TT600. Le TT600, c'est un modèle de flash manuel seulement. Ça veut dire qu'on va le travailler en déporté, n'a pas de TTL. TTL, c'est l'abréviation en anglais de Through the Lens, qui veut dire que la lecture de la lumière va se faire à partir d'une cellule dans l'appareil photo qui va regarder au travers de l'objectif pour aller effectuer sa mesure de lumière au flash.
Et le TTL, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour ça que souvent, il y en a qui sont capables de le voir. Lorsqu'on prend une photo TTL, on a deux éclairs très rapides l'une de l'autre. Le premier éclair, c'est pour mesurer la lumière que le sujet a besoin, parce que l'appareil, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, moi, j'ai détecté la mise au point du sujet qui se trouve à être, mettons, à 3 mètres. Bon, 3 mètres. Le pré-éclair va envoyer un éclair à 3 mètres et avec l'appareil, il va calculer la puissance requise pour éclairer le sujet. Et à ce moment-là, l'éclair principal, le second éclair, là, à ce moment-là, on va avoir l'éclair principal qui va nous donner, qui va éclairer notre sujet et ça sera à ce moment-là la prise de photo. Donc, celui-ci n'est pas TTL et je vous dirais de toute façon, moi, je ne travaille jamais en TTL, à part qu'en reportage, lorsque je mets mon flash sur l'appareil. Sinon, je suis tout le temps en manuel. Donc, et ce flash-là, par exemple, souvent, qui fonctionne uniquement avec des batteries AA, donc soit des batteries alcalines ou des batteries rechargeables. Moi, ça m'arrive des fois de le mettre dans des sacs Ziploc avec une roche, puis je vais le caler dans peut-être 30-40 cm d'eau pour donner des effets. Puis, bon, si jamais mon sac prend l'eau, bien, ça me fait pas mal moins mal au cœur le prix de ce flash-là, qu'on va voir un peu plus loin, là, qui est 90 environ, que si j'ai un flash de 400-500 Donc, vraiment, là, un flash là, excellent. Et en plus de ça, lui, il va avoir son récepteur radio, lorsqu'on le met en déporté, intégré. Donc, je n'ai pas besoin de racheter une autre boîte pour pouvoir le déclencher. Il est déjà intégré dedans. Donc, vraiment, là, le prix, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment un plus. On va avoir le V860 série 3, que je vous ai déjà présenté une capsule, qui est le même flash que celui-ci. La différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une lampe pilote qui est intégrée dedans. Il va avoir sa propre batterie, donc une batterie qui est rechargeable, qui fait en sorte qu'il va se recharger beaucoup plus rapidement qu'un flash à batterie AA. Et en plus de ça, si on a des batteries alcalines, bien, plus que les batteries deviennent faibles, plus que le flash va prendre de temps à se recharger. Donc, c'est une autre chose qu'il faut savoir lorsqu'on veut prendre soit des batteries, un flash qui marche avec des batteries AA ou avec des piles ou des batteries rechargeables comme celui-ci. Et en plus de ça, ce flash, celui-ci, bon, il va être TTL, comme je vous disais. Et bon, vont fonctionner avec la radio intégrée, la même chose que le TT600. Il ne sera pas plus puissant, va nous donner à peu près les mêmes rendements. Et finalement, on va avoir le V1 qui est exactement comme le V863, c'est-à-dire avec la batterie rechargeable, toutes les mêmes choses, TTL, mais lui, sa tête, elle est ronde. Donc, il va avoir une lumière qui va être très différente de couverture de lumière, surtout si je travaille en studio et que je n'ai pas de modificateur de lumière, bien, ça peut faire une bonne différence au niveau de la prise de vue. Mais aussitôt que je mets ça à l'intérieur d'un parapluie ou d'une boîte à lumière, bien, là, à ce moment-là, ça va être quasiment identique. Donc, encore là, des fois, on est aussi bien de payer moins cher, puis, exemple comme celui-là, si on n'a pas besoin de la tête ronde nécessairement. Donc, les avantages du flash Cobra, bien, tout d'abord, c'est le prix. Hein. Comme je vous disais, à 90 on a un flash de 76 watts. Et on va voir tantôt que c'est drôlement plus puissant que cette lampe LED qui est ici, là, qui est de 100 watts. L'autre chose, c'est petit, c'est très portable. Donc, je peux partir avec 3-4 flashs, puis vraiment pas de problème. Avec l'adaptateur S2, comme je vous ai montré au départ, puis on peut venir adapter des boîtes à lumière, des réflecteurs, un paquet d'accessoires. Donc, c'est quand même polyvalent. Il faut seulement, comme n'importe quel autre flash à batterie, toujours bon d'avoir une deuxième batterie. Parce que souvent, combien de fois j'ai vu des gens arriver et dire « Ah, moi, j'ai une batterie, puis il n'y a pas de problème, je l'ai chargée avant de partir. » On met ça dans l'appareil, on part, hop, on a accroché le bouton, on arrive à destination, la batterie est déchargée, ou on pensait qu'on l'avait rechargée. Bref, ce n'est pas le temps, lorsqu'on est avec une modèle ou une session autre, de ne plus avoir de pile. Donc, pour les différences de batterie qu'on va voir plus loin, ça vaut vraiment la peine là, de se munir d'une pile d'extra. Les désavantages des flashs Cobra, bien, c'est le type de flash qui est le moins puissant de tous les flashs que j'ai ici. Donc, ça veut dire qu'on va avoir moins de lumière pour éclairer un sujet.
Comme je vous disais tantôt, en début de capsule, si on fait des photos de groupe, bien, il faudra prévoir peut-être 2 flashs pour éclairer un groupe et monter nos ISO, surtout si on travaille, avec, exemple, des parapluies réflecteurs. Donc, c'est des trucs qu'il faut savoir aussi lorsque on va utiliser ce genre de flash-là. Également, bien, là, ça implique, comme je viens de vous dire, des batteries extra. Aussi, même chose pour les flashs à batterie AA. Bien, il faudra prévoir également soit des batteries N-Loop qu'on peut recharger soi-même. Ça fonctionne très bien à l'intérieur. Et également, on va avoir des batteries alcalines. Mais là, la batterie alcaline, elle, plus qu'on l'utilise, plus que le temps de recharge va être plus long. Également, les temps de recharge sur ce genre de flash-là, à pleine puissance, toujours, vont être beaucoup plus lents qu'un flash lorsqu'on va tomber dans les flashs avec des batteries rechargeables. Donc, autrement dit, si je prends mon TT600 ici, qui est à AA, on va voir que le temps de recharge est de 2,6 secondes lorsque les batteries sont à pleine charge ou des batteries alcalines fraîches. Alors que le TT685, que je ne vous ai pas présenté ici parce que je ne l'ai pas, est la même chose que le TT600, sauf que le TT685 série 2 va avoir le mode TTL et HSS aussi. Également le V860 qui est un peu comme le V1 également, bien que ceux-ci, on peut voir le temps de recharge est de 1,5 secondes, donc plus rapide que ceux avec des batteries AA, et vont avoir des lampes pilotes intégrées. Et même si ces lampes-là ne sont pas puissantes, bien, il fait en sorte qu'on peut quand même se servir de ces lampes-là lorsqu'on va utiliser des réflecteurs ou à l'extérieur le soir, par exemple. Et on voit que celle-là ici, dans le V1, la lampe pilote est intégrée dans la tête du flash, alors que celui-ci est vraiment déporté sur le flash. Qu'est-ce qu'il faut faire attention si jamais que j'utilise un flash comme ça ici avec une boîte à lumière? Bien, en mettant mon flash sur l'adaptateur ici, bien, la lampe pilote ne sera plus à l'intérieur de la boîte à lumière. Donc, il existe des boîtes à lumière chez Godox qui va faire qu'on peut rentrer le flash à l'intérieur complètement de la boîte à lumière. Et ça, ce sont des types de boîtes à lumière spécifiques au Flash Cobra. Et à ce moment-là, la lampe pilote va pouvoir éclairer l'intérieur et on va être en mesure de voir notre lampe pilote. Et la lampe pilote, qu'est-ce que ça vient faire? C'est un peu comme la lampe LED, comme je vous ai montré tantôt lorsque j'ai fermé la lumière. Ça vient nous dire où seront les parties ombragées, les parties éclairées par le flash. Et il faut savoir également que lorsqu'on utilise les flashs Cobra, bien, les lampes pilotes sont quand même de très faible capacité de wattage, donc ça n'éclaire pas beaucoup. Donc si on l'utilise avec une boîte à lumière au soleil, on ne verra presque pas rien, alors que si on est le soir, bien, à ce moment-là, ou en studio, on va être en mesure de mieux voir là, nos parties ombragées et tout ça, de vraiment que la lampe pilote fasse son travail. Et juste à titre indicatif, bien, je vous mets le prix des flashs, ça vous donne une bonne idée. Pour le TT600 qui est à 90 le TT685 à 140 et le V860 qui est à 291 alors que le V1, je ne me souviens pas par cœur. Bref, ça vous donne une bonne idée du coût de ces flashs ici. Maintenant, lorsqu'on passe aux flashs électriques, donc ça veut dire des flashs qui fonctionnent uniquement sur secteur ou sur le courant branché dans le mur, bien là, on va avoir des flashs qui sont très puissants à des prix quand même de départ très raisonnables. Et on va le voir ensemble un petit peu plus loin, ces prix-là. Et les avantages de ces flashs-là électriques, bien, la première des choses, c'est que, comme je vous dis, on a une puissance plus élevée pour un prix moindre. On va également avoir au niveau du flash électrique maintenant de plus en plus des lampes LED intégrées. Autrefois, on avait des lampes, des ampoules de 150 watts ou 250 watts, dépendamment du modèle, qui venaient quand même assez chaudes et qui peuvent être quand même endommagées assez facilement. Si, par exemple, on cogne notre tête de pied ou si on a mal vissé notre pied de lumière puis que le flash tombe bien cogné dans le fond,
Et souvent, notre lampe pilote, l'ampoule, va brûler ou va casser à l'intérieur. On doit la remplacer. Donc maintenant, de plus en plus, on va avoir les flashs de studio électriques qui vont être munis maintenant de lampes pilotes LED. Et on peut voir chez Godox maintenant la nouvelle série 5, dont tous les modèles de flash vont être équipés désormais de lampes pilotes LED. Donc vraiment un plus. Et en plus de ça, si jamais qu'on l'utilise avec le fameux Power Pack ou la batterie externe, comme je vous parlais tantôt, bien à ce moment-là, avoir une lampe LED intégrée de 16 watts, de 30 watts, bien ça va consommer beaucoup moins sur notre Power Pack, sur notre batterie externe, qu'une lampe qui en consomme 200 watts. Donc vraiment, là, on vient de prolonger la vie de notre Power Pack à l'extérieur, lorsqu'on a des lampes LED, par exemple. De là où que je vous disais, si vous avez le modèle à lampe régulier et que vous travaillez à l'extérieur, bien à ce moment-là, enlevez l'ampoule et achetez-vous une ampoule LED à la place de 13 watts, 15 watts, et ça va faire le travail. Les flashs électriques également vont avoir la monture Bowens intégrée. Donc, si on prend celui-ci que j'ai, le QT600, donc on peut voir que la monture Bowens est intégrée dedans. Donc, je n'ai pas à acheter un support S2. Donc, vraiment, on va avoir ici notre lampe pilote, comme on voit aussi en plus au centre. Donc, c'est le flash que moi, je me sers lorsque je fais, par exemple, de la photo d'action, que j'ai besoin d'une rafale. Ce modèle ici, c'est vraiment, et j'ai une capsule sur ce modèle-là, pour vraiment venir faire du suivi, vraiment en haute rafale. Je vais faire du HSS, bref, vraiment des trucs en studio. Ça sera ce modèle-ci, à ce moment-là, qu'on va utiliser, qui se fabrique en plusieurs puissances, en 400 watts, 600 watts, 800 watts, bref. Plus que la puissance est élevée, plus qu'il est cher également. Donc, c'est bon de savoir que les flashs électriques comme ça vont avoir la monture Bowens intégrée. En passant, j'attends le nouveau Godox DP603 série 5. Donc, on va voir que c'est le même modèle que je vous ai déjà parlé auparavant, mais qui a une lampe LED intégrée. Et je vais venir vous le présenter quand même. Et que pour moi, c'est un flash-là qui va coûter dans les 420 $. Bien écoutez, ça va représenter vraiment, je vous dirais, un très bon flash, un bon compromis au niveau puissance et portabilité et tout ça. Donc vraiment, ça sera un beau flash à découvrir qu'on va voir dans les prochaines vidéos à venir. Les autres avantages qu'on va avoir, bien, naturellement, on n'a pas de batterie, donc on n'a pas de coût supplémentaire, fonctionne par courant. Il est à noter également que ces flashs-ci, comme les autres flashs que je vais vous montrer, qui ont des flash tubes, bien, on peut les remplacer soi-même. Donc, de plus en plus, chez Godox maintenant, tous les flashs, on a un flash tube, c'est le tube rond qui dégage l'éclair le flash, et non pas le modeling light ou la lampe pilote. Bien, ce tube-là va avoir une durée de vie où, des fois, si on l'échappe, peut casser. Et on peut le remplacer soi-même. C'est souvent juste pris à serre. Donc, c'est bon à savoir qu'on peut le faire soi-même. On n'a pas besoin d'envoyer faire réparer chez un technicien le flash pour changer le flash tube. Les désavantages, bien, on va avoir un fil électrique qui court dans le studio. Il y en a qui, ça ne les dérange pas. Moi, j'ai été des années à travailler avec des flashs électriques. Encore aujourd'hui, je travaille avec certains modèles qui ont un fil électrique et ça ne me dérange pas. Donc, il faut savoir qu'on va avoir des fils, alors qu'un flash à batterie, exemple comme l'AD 300 Pro, 400 Pro, comme j'ai en arrière, ça fonctionne sur batterie, donc je n'ai pas de fil à nulle part. L'autre chose aussi, comme désavantage, c'est si on prend comme le flash que je vous ai montré ici, c'est un flash que plus qu'on monte en puissance, plus qu'il est gros, plus qu'il est lourd. Donc, on verra dans la capsule sur les pieds de lumière qu'il nous faut un pied de lumière en conséquence. Donc, ce n'est pas la même grosseur de pied de lumière que pour tenir, par exemple, un flash Cobra, que pour tenir un QT600 comme ici. Là. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Et si on rajoute la boîte à lumière là-dessus, là, il faut vraiment s'équiper de bons pieds de lumière. Donc, c'est une chose aussi à ne pas oublier. Alors, sur la photo, je vous ai mis les 3 flashs que moi, en tout cas, je recommande beaucoup, qui fonctionnent par courant. On va avoir le MS300 qui est de 300 watts. Et l'avantage de ce flash-là, c'est qu'il est petit et quand même léger, a un temps de recharge quand même de 1,8 secondes, donc très respectable. On a la lampe pilote qui est une ampoule de 250 watts.
Et le MS300 a quand même une puissance réglable de 1 pour 1 à 1/32e de puissance. Par la suite, bien, on a le DP603 série 5, comme je viens de vous parler. Donc, c'est le 600 watts qui est, pour moi, en tout cas, le flash le plus recommandé. Son temps de recharge de 1 seconde, une lampe pilote intégrée de 30 watts, donc vraiment excellent. Et quand même une puissance réglable de 1 pour 1 à 1/64e de puissance. Et finalement, le QT603 série M, comme je viens de vous montrer, que j'ai ici en studio, bien, on peut voir que c'est un flash qui est bon pour faire de la rafale et de la haute synchronisation. Son temps de recharge est quand même de 0,9 secondes en mode normal et sa puissance est réglable de 1 pour 1 à 1/256e de puissance. Au niveau des prix, bien, on peut voir que le MS300, vraiment à 150 $, c'est vraiment un très bon achat. Et on peut s'équiper de quelques flashs et vraiment avoir un budget qui est respectable. D'ailleurs, chez L'Or Photo, comme vous voyez, ils ont un kit qu'ils vendent pour 525 $. Écoutez, c'est vraiment là, très... Moi, j'aurais été heureux d'avoir ça à mes débuts. Qu'est-ce qui est inclus là-dedans, dans ce kit-là? Vous allez avoir non seulement les deux flashs MS300 de 300 watts, vous allez avoir 2 boîtes à lumière, 2 pieds de lumière, un sac de transport, ainsi que le module de déclenchement Godox. Donc, vraiment un prix là, plus qu'abordable pour ce genre de kit-là. Là. Écoutez, moi, mon premier kit que j'ai eu, qui était un ensemble de marque Bowens à l'époque, et j'avais payé, on parle de tout dans les années 80, je crois que j'avais payé près de 2000 $. C'est 2000 $ en dollars des années 80, donc on est aujourd'hui, je ne voudrais pas savoir comment ça coûte, mais bref, lorsqu'on peut avoir ça à 525 $, c'est vraiment, là, en tout cas, quelqu'un qui débute, moi je vous le conseille, vraiment un excellent kit de départ. Et on continue avec l'autre modèle de flash pour le prix à 420 $, le DP603 série 5, qui est vraiment excellent pour son prix. Encore là, très accessible, là, en tout cas pour moi, pour un 600 watts, ça reste quand même un 600 watts. Et là, lorsqu'on tombe dans le QT600, qui est vraiment un flash plus spécialisé, mais là, on parle de 820 $, toujours pour le 600 watts. Il se fabrique également en 400 watts, moins dispendieux, mais aussi en 800 et 1000 watts, là encore là, plus dispendieux. Maintenant, pour les flashs de studio qui fonctionnent à la batterie, bien là, on va voir que ici, qu'est-ce que je vous montre à l'écran? Je vais avoir, attends, c'est ça ici, on commence par le AD100 Pro, qui est, je vous dirais, 100 watts de puissance, à peine plus puissant qu'un flash Cobra, mais c'est, comme on voit, là, c'est vraiment la même dimension de tête que le V1, qui va être dans les prix du V1, mais c'est considéré un flash de studio parce qu'il n'a pas de pied pour se monter sur un appareil photo, et c'est sa grosseur qu'on peut mettre un peu partout. On devra utiliser le support S2 pour venir installer des boîtes à lumière dessus. Donc, c'est le premier flash chez Godox qu'on va avoir qui fonctionne à batterie, qui est, en passant, la même batterie que le V860 ou le V1. Donc, ça veut dire que je pourrais avoir le AD100 Pro avec m'acheter ça, j'ai une batterie, et le V860 qui vont avoir la même batterie et sont interchangeables là, d'un modèle à l'autre. Donc, c'est vraiment là, le premier flash de départ. Ensuite de ça, on va avoir le AD200 Pro. Et là, le AD200 Pro, lui, l'avantage qu'on va avoir dans ce flash-là, tout d'abord, c'est des têtes qui sont interchangeables. C'est le seul modèle dont on peut changer le type de tête. Et c'est vraiment un flash qui est un des plus gros vendeurs chez Godox. Pourquoi? Justement, on peut avoir la tête Cobra ou la tête comme ça ici, qui ressemble à une tête Cobra, qui va nous donner la plus grande puissance, alors qu'on va avoir une tête ampoule, que j'appelle, qui ressemble vraiment à un flash de studio. Et aussi, on va avoir la tête R200, qui est une tête annulaire que je vous ai déjà présentée pour faire, exemple, c'est très couru au point de vue de la photo de mode. Donc, vraiment, on peut avoir ça. On peut avoir une tête ronde également qui est disponible, qui va avoir la même forme que ça ici, qui va venir se brancher. Bref, le AD200 Pro est vraiment un excellent flash. Et la chose qui est vraiment agréable aussi, c'est que la batterie est quand même petite. Et c'est la même batterie qu'on va retrouver sur l'AD300 Pro. Donc, ils sont interchangeables. Et les batteries, quand même, vont être quand même à des coûts là, beaucoup moins élevés que sur les plus gros modèles de flash.
et également prendre beaucoup moins de place. Donc, c'est le AD 200 Pro qu'on va avoir ici. Le AD 300 Pro, donc qui, pour moi, est mon flash par excellence. Écoutez, lui, il a tombé à terre, il a vu de la pluie, il a vu de la neige, bref, un paquet de choses. Puis, il fonctionne encore bien, malgré qu'il est vraiment, on l'entend, là, qu'il a, il a mangé vraiment des coups. Mais vraiment, un excellent flash. Il n'est pas gros, 300 watts quand même. Et moi, même s'il a son propre pied de lumière, moi, je fonctionne toujours avec le support Godox quand même, parce que le support est beaucoup plus fort que le pied qui est fourni avec. Et encore là, bien, on va avoir le flash tube qui peut être interchangeable. Bref, il va avoir son propre réflecteur. Donc, on a un petit réflecteur qui est intégré. Voilà. Donc, si je ne veux pas avoir traîné un plus gros réflecteur, il y en a un d'intégré dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment le flash par excellence parce qu'il rentre là, debout dans mon sac photo et je peux l'emmener vraiment partout. Je le traîne vraiment à toutes les sauces. Et on va avoir, là, ensuite de ça, les AD 400 Pro comme j'ai en arrière, c'est très rare maintenant que j'apporte à l'extérieur. Et les AD 600 Pro, bref, ça peut monter jusqu'au AD 2400 maintenant. Donc, on a l'AD 1200 Pro et l'autre, c'est le système 2400 tout court, avec un battery pack externe. Donc, vraiment, ça peut aller très loin au niveau des flashs à batterie. Le gros avantage, c'est très portable. Donc, comme je vous disais, le AD 300 Pro, je mets ça dans mon sac, 300 watts de puissance. Puis je peux partir et je m'en vais avec ça. Et on verra, lorsqu'on sera rendu dans les modificateurs, je vous réserve une belle surprise pour l'AD 300 Pro qui est vraiment peu de gens connaissent et qui est vraiment un truc à savoir. Et bon, au côté des désavantages, bien, on va voir que c'est le type de flash qui est le plus coûteux. Donc, coûte plus cher qu'un flash qui fonctionne par courant qu'un flash Cobra. Ensuite de ça, c'est, comme je vous disais, ça nous prend toujours une batterie de réserve, donc une batterie supplémentaire. Donc, c'est un coût qu'il faut penser qu'on va avoir à débourser pour une pile supplémentaire. Et comme le flash de studio électrique, bien plus qu'il sera puissant, plus qu'il sera gros et ça prendra un pied de lumière en conséquence. Donc, je vous mets juste pour comparer avec ce qu'on a vu tantôt au niveau des LED en studio. Bien, je vous mets ici des photos réalisées en studio avec des flashs de studio. Et comme on voit la première photo de gauche, c'est ce qu'on appelle du high key sur fond blanc. Donc, on voit que j'étais à 100 ISO, à 1/200 de seconde à f8. Donc, vraiment, on a de la puissance à revendre lorsqu'on travaille avec des flashs de studio. Et la photo de droite, bien, c'est à 64 ISO, à 1/200 de seconde à l'ouverture 4. Donc, vraiment, c'est qu'est-ce qui va nous permettre les flashs de studio lorsqu'on passe là, des flashs beaucoup plus puissants. Et contrairement au LED, bien, on a beaucoup plus de puissance, donc beaucoup plus de marge de manœuvre au niveau des ISO et des ouvertures avec lesquelles on peut travailler. Et si on compare des spécifications des flashs que je viens de vous montrer, bien, on va voir que le AD 200 Pro de 200 watts, bien, il va avoir une tête interchangeable, comme je vous disais, un temps de recharge de 1,8 secondes, une lampe pilote qui est uniquement disponible sur la tête Cobra et une puissance réglable de 1 pour 1 à 1/256e de puissance. Donc, on voit que dès le départ, dans ces types de flashs-là, on va avoir une plus grande marge de manœuvre au niveau de la puissance plutôt que d'arrêter à un 32e de puissance. Bref, ce n'est pas vraiment grave parce qu'un petit truc, quelqu'un, par exemple, que le MS300, comme je vous disais tantôt, électrique, puis qui trouve que le flash est encore trop puissant à un 32e de puissance, bon, on a simplement à mettre un filtre à densité neutre devant notre objectif de 1 stop ou 2 stops ou 6 stops, peu importe. Et à ce moment-là, on va être en mesure vraiment de pouvoir diminuer encore la puissance là, du flash parce qu'on coupe la lumière qui rentre dans l'appareil photo. Donc, c'est un petit truc en passant. Le deuxième flash qu'on voit, c'est le AD 300 Pro qui a 300 watts et qui est pour moi, comme je vous dis, un excellent rapport qualité-prix avec un temps de recharge de 1,5 secondes, sa lampe pilote de 12 watts et une puissance réglable également de 1 pour 1 à 1,256. Si on regarde les batteries maintenant, comme vous voyez ici, ça c'est la batterie des flashs Cobra ou du AD 100 Pro. C'est la batterie du AD 200 Pro ou du AD 200 Pro et du AD 300 Pro, excusez. Ça ici, c'est la batterie du AD 400 Pro. Et là, on voit que tout de suite, on vient de monter en grosseur et aussi en prix
Ceux-ci sont environ dans les 80 $. Là, on parle de 230 $. Et le AD 600 Pro, la batterie encore beaucoup plus grosse, qui est normale parce que là, on a besoin de recharger 600 watts plutôt que 300 watts ou 200 watts. Et on parle d'une batterie quand même dans les 250 $. Bref, il faut savoir que, comme je vous disais, il faut garder à l'esprit qu'on devra aussi débourser pour une batterie de réserve. Au niveau des prix, bien, le AD 200 Pro se vend 469 $, alors que le AD 300 Pro est à 9 $ et le AD 600 Pro à 1 180 $. Maintenant, une fois qu'on a décidé de quel type de flash qu'on veut, soit des flashs Cobra, des flashs électriques ou des flashs à batterie, ça nous prend un module pour déclencher à distance ces flashs-là. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un trigger ou un déclencheur à distance? Et là, on va avoir différents modèles chez Godox. Et moi, vraiment, les deux modèles que je vous recommande, c'est soit le X-Pro 2. Ça, c'est le dernier modèle que je vous ai présenté. Il y a une capsule il y a peut-être un mois sur ce modèle-là, le nouveau modèle X-Pro mis à jour. Et on a le X2T. Donc, deux très bons déclencheurs à distance qu'on va, à ce moment-là, qu'est-ce que ça nous permet? C'est, une fois que mes flashs sont éparpillés, c'est exemple, j'ai 3 flashs, 4 flashs, un flash même, bien, je peux régler à distance la puissance du flash. Donc, j'ai pris ma photo, je vois que le flash est beaucoup trop puissant. Bien, je peux diminuer, sans me rendre au flash, puis à diminuer la puissance sur le flash. Je peux vraiment diminuer la puissance du flash en passant par le module de déclenchement ou le trigger. Et quand même, contrairement à la compétition chez Godox, bien, vous allez avoir des modules qui commencent dans les 77 $, 80 $ pour aller jusqu'à 125 $. Donc, c'est quand même très accessible, contrairement des fois à la compétition où ça monte jusqu'à 500 $ uniquement pour le module de déclenchement. Maintenant, je vous propose, on va aller voir des tests que j'ai effectués qui sont révélateurs. Et vous allez voir, ça va peut-être vous aider à faire votre idée sur le type de lumière que vous avez besoin. Donc, pour les tests que je vous présente, c'est que j'ai utilisé un flashmètre séconique pour prendre les mesures. Et dans le test qui nous concerne ici, le premier, j'ai placé à 100 ISO mon appareil, une vitesse de 1/125e de seconde, une distance de 1,5 m entre le flash ou la lampe LED et la lecture avec le posemètre. Et on peut voir que le TT600, le petit flash de 90 $ qui marche à batterie AA seulement, avec l'adaptateur S2 pour faire tenir le parapluie, j'ai obtenu F8, une ouverture de F8. Donc, quand même très raisonnable. Alors que si je prends ma lampe, ma plus puissante que je possède, LED, de 100 watts, dans le parapluie, bien regardez, j'ai obtenu F1 seulement. Donc, pour avoir F8, j'ai fait l'exercice, je dois monter mes ISO à 5000 ISO au lieu de 100 ISO. Donc, ça vous donne vraiment une indication ici de comment la puissance est quand même relativement basse au niveau des lampes LED. Donc, il faut seulement savoir, lorsqu'on travaille avec ces lampes-là, que ce n'est pas la même puissance, un 100 watts, comme je vous disais, LED qu'un 100 watts flash. L'autre test, c'est exactement le même test, mais j'ai pris cette fois-là le AD 100 Pro qui a 100 watts au lieu de 76 watts. Et avec les mêmes données, j'ai obtenu F9. Donc, c'est normal que j'ai obtenu F9 au lieu de F8 parce qu'il est un brin plus puissant, alors que ma lampe LED, puis à ce moment-là, pour avoir F9, il faudrait que je monte à 6400 ISO. Le prochain test, j'ai rajouté le AD 200 Pro, comme je vous disais, avec les deux têtes qui sont différentes, soit la tête ampoule et la tête Cobra. Et on peut voir là, que toujours à la même puissance avec un parapluie de 105 cm, bien j'ai obtenu avec le AD 200 Pro F11 et F13 avec la tête Cobra. Le test suivant est effectué avec la boîte QRP90 que j'ai ici en studio, une boîte parabolique de 90 cm et est équipée avec les diffuseurs internes et externes. Donc, ce sont des couches de diffusion de lumière là, qui sont placées à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il y avait les deux couches. Et encore là, j'étais à 1,5 m de distance entre l'avant de la boîte à lumière et ma lecture. Et on peut voir qu'avec le Godox SL100BI, la lampe LED, j'ai obtenu F1, donc la même chose qu'avec le parapluie. L'AD 100 Pro, j'ai obtenu F8. L'AD 200 Pro avec la tête ampoule, j'ai eu F10.
Et là, on peut voir que lorsqu'on passe avec le 300 watts du AD 300 Pro, bien, j'ai obtenu F13, alors qu'avec le AD 400 Pro, j'ai obtenu F16. Le prochain test, c'est pour vous démontrer la puissance de sortie pure des flashs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le TT600 avec la tête zoom placée à 50 mm, donc la longueur de focale, et les flashs étaient à 100 de puissance avec une distance de 3 mètres entre le flashmètre et le flash. On peut voir que le TT600, j'ai eu F8, alors que le MS300 de 300 watts, avec le réflecteur ADR6 régulier de Godox, j'étais à F10, et le AD400 Pro, à ce moment-là, j'étais à F13. La grosse différence qui n'est pas illustrée ici sera la couverture de lumière qu'on va avoir sur le flash de studio, les deux derniers flashs, qu'on aura une très belle couverture de flash, alors que la tête zoom, elle, va nous concentrer vraiment la lumière, là, comme vous voyez ici à l'écran, au niveau du centre du fond de scène, plutôt que de tout éclairer. Donc, c'est une autre chose qu'il faut savoir. Et par curiosité, j'ai testé 3 flashs 600 watts. Donc, j'ai pris le DP600 qui ne fonctionne que par courant. J'ai obtenu F20, alors que le QT603, j'ai obtenu F18. Et le AD600 Pro, qui lui, c'est le flash à batterie, j'ai obtenu 12,7 avec son réflecteur intégré, alors que j'ai eu F14 avec le réflecteur standard. Et pourquoi qu'on a des données différentes au niveau de la puissance de sortie? Bien, c'est la façon que le flash tube est conçu. C'est pour ça que si on prend le AD600 Pro, par exemple, on va voir que son flash tube, on a comme une zone qui est givrée à l'avant, donc il va concentrer la lumière beaucoup plus sur les côtés pour vraiment, par exemple, éclairer l'intérieur d'une boîte à lumière, ces trucs-là. Et le dernier test, c'est vraiment pour comparer les lampes pilotes avec une lampe LED. Donc, si je prends mon SL100BI et que je place à 1,5 m de distance avec mon flashmètre, comme on a fait tantôt, à pleine puissance, et une vitesse de 1/125e de seconde à 100 ISO, bien, on va voir que le SL100BI, j'ai obtenu une ouverture de 2,2, alors que la lampe pilote du QT603M, qui est une lampe pilote de 40 watts, j'ai eu 1,8. Et le AD600 Pro, qui a une lampe pilote de 38 watts, j'ai eu 1,3 d'ouverture. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les lampes pilotes sur les flashs maintenant sont quand même une puissance raisonnable. Et je vous le dis, on peut même travailler uniquement avec les lampes pilotes si on veut. Naturellement, on va devoir monter beaucoup les ISO, mais ça peut se faire. Et maintenant, vu que les lampes pilotes sont équipées dans les flashs électriques, bien encore là, ça va être un plus plutôt que d'avoir des ampoules. Donc voilà, c'était pour vous parler des types de flashs. Comme vous pouvez le constater, personnellement, moi je travaille principalement avec des flashs de studio. Pourquoi? Parce que, bon, je n'éblouis pas mes modèles là, en studio avec des lampes qui sont puissantes. En revanche, aussi, les flashs sont beaucoup plus puissants qu'une lampe LED. Bref, il y a beaucoup plus d'avantages de travailler avec des flashs, pour ma part, qu'avec des lampes LED. Il y en a qui vont travailler avec des lampes LED, puis c'est bien correct. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais personnellement, je préfère vraiment les flashs. Et souvent, ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre parce que, bon, on a un coup d'éclair. Et le truc, c'est vraiment de tamiser notre lumière ambiante lorsqu'on débute et d'éclairer avec notre lampe pilote, parce que tous les flashs sont équipés de lampes pilotes à quelques exceptions près, comme on a vu. Et à ce moment-là, on peut vraiment voir où sera l'éclair va arriver. Donc, c'est d'apprendre de lire notre lumière avec la lampe pilote. Et je vous le dis, on a souvent des très belles puissances et beaucoup plus agréable qu'une lampe LED qui va souvent, on va manquer de puissance. Bref, c'est beaucoup plus agréable et c'est pour ça que je travaille depuis des années avec des flashs plutôt que des lampes LED. Et ça reste personnel à chacun. Donc, comme je vous disais, vraiment, c'est d'y aller avec vos besoins en premier. Ce n'est pas juste de m'écouter moi. Moi, je vous donne les conseils de départ. Ensuite, c'est à vous de vous faire une tête, de vous faire une raison là-dedans. Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous selon votre budget? Et le truc, peu importe que vous soyez en LED ou en flash, commencez par une source de lumière. Il faut vraiment apprendre notre source de lumière
et avec un parapluie. Moi, souvent, je le dirais pas, je le dis quasiment dans chacune de mes capsules, le parapluie, c'est le modeleur le plus boudé ou le plus mis de côté par les photographes, alors que c'est le plus facile à connaître et à gérer et qui nous permet souvent de faire du plein pied, de faire un portrait bus plutôt qu'une boîte à lumière qui va nous restreindre. Bref, un flash ou une lampe LED dans un parapluie, vraiment, ça fait un très bon travail. Et je vous le dis, là, une fois qu'on maîtrise ça, bien là, à ce moment-là, on peut venir mettre un deuxième flash, un troisième flash. Et n'oubliez pas que lorsqu'on utilise un réflecteur, donc exemple, ça peut être simplement un carton blanc. Donc ça ici, c'est une cache que j'ai. Bien, ça va être vraiment, si on voit là qu'ici, je suis un petit peu plus dans l'ombre, quand je rapproche, je viens remplir l'ombre qui est ici. Donc vraiment, juste avec un carton blanc, on peut venir faire comme une deuxième source d'éclairage pour venir déboucher les ombres. Donc on apprend à travailler avec ça et après ça, comme je vous dis, bien, on peut rajouter une autre source d'éclairage et ça devient plus facile à comprendre qu'est-ce qu'on fait. Et n'oubliez pas, chez L'Art Photo, vous mentionnez le mot de passe Jean Photomode et à ce moment-là, vous allez avoir un rabais sur vos achats, que ce soit en boutique ou par Internet. Donc, vous pouvez leur envoyer un courriel en mettant le nom Jean Photomode et à ce moment-là, vous allez avoir le droit à un rabais et vraiment chez L'Art Photo, ils ont le personnel pour répondre à toutes vos questions. Donc, vraiment un plus chez L'Art Photo. Et comme je vous disais, bien, pour ce qui est des prix, bien, toujours confirmer le prix auprès d'eux, parce que les prix que je vous ai mentionnés aujourd'hui, ce sont des prix souvent approximatifs et ou encore qui datent de la journée du tournage. Donc, des fois, ils peuvent avoir des augmentations comme partout ailleurs. Alors voilà, c'était la capsule sur les différentes sources de lumière LED et flash de studio et flash Cobra. Bref, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les ici, ça va me faire plaisir d'y répondre. Normalement, dans 48 heures, c'est fait. Et pour ceux qui m'envoient des demandes d'amis sur Facebook, bien, présentez-vous parce que je reçois toutes sortes de messages, alors j'accepte jamais automatiquement une demande d'amis. Donc, une petite présentation et après ça, bien, on pourra se discuter sur Messenger. Ça me fera toujours plaisir. Donc, merci beaucoup et on se revoit très bientôt pour la prochaine capsule sur les pieds de lumière.